Balado conscient, épisode 154. La romancière, dramaturge, poète et essayiste Sanita Fezic. Moi, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est vraiment un art que j'appelle du futurisme paysan. C'est de créer des futurs, des images de futur, de la poésie future, une envie dans les lecteurs ou les gens qui vont voir du théâtre, les spectateurs, de vouloir peut-être se tourner vers leurs racines paysannes. J'ai rencontré Sanita pour la première fois en 2021, alors que nous faisions partie du cercle de mission de LESSO, Leadership sectoriel des arts pour la transition écologique, aussi connu sous son nom en anglais, SCALE. Et dans le cadre de LESSO, on a eu de grands débats sur la justice climatique et le rôle de l'art dans la transition écologique. J'ai également eu le plaisir d'assurer la conception sonore en 2023 d'une série de 3 courtes pièces de théâtre intitulées « Why worry about their futures ?» Pourquoi s'inquiéter de leur avenir? Sanita a produit ces pièces pour le festival Undercurrents, ici sur les terres non cédées de la nation algonquine Anishinaabe, aussi connue sous le nom d'Ottawa. Sanita est titulaire d'un doctorat en études culturelles de l'Université Queen's, où elle a développé un mouvement artistique et politique appelé Peasant Futurisms, futurisme paysan en français. J'aime beaucoup la façon dont le travail de Sanita explore simultanément le futur, le passé et le présent en ancrant les manières paysannes de connaître, d'établir des relations et d'être dans le monde. Peut-être sommes-nous tous des paysans, ou avons-nous ce potentiel? Notre conversation commence par son long voyage de Sarajevo à Ottawa. Alors bonjour Sanita. Bonjour Claude. Ça fait plaisir de t'avoir sur le balado conscient. En fait, c'est le premier épisode de la 5e saison sur le sujet de comment préparer pour la fin du monde tel qu'on le connaît et aussi comment préparer et créer les conditions pour que d'autres mondes possibles puissent émerger. Puis je sais que ton travail parle de ça d'une façon ou d'une autre, mais commençons au début avec tes origines, d'où tu viens, ton parcours à la fois artistique, mais aussi tes origines en tant qu'être humain sur cette planète. Bien dit. Moi, je suis née à Sarajevo, en ex-Yougoslavie. C'était un pays à l'époque quand je suis née socialiste, communiste. Et puis en 1992, la guerre a éclaté, puisque suite à la mort de Tito, ce dictateur bienveillant, comme on l'appelle souvent dans les ouvrages historiques, suite à sa mort, il y a plusieurs pays qui ont voulu se séparer de la Yougoslavie, d'abord la Slovénie, ensuite la Croatie, et quand c'est venu à la Bosnie-Herzégovine d'où je viens, quand on a voté pour l'indépendance, la guerre a éclaté. Et cette guerre-là est devenue en fait un génocide contre mon peuple. Je suis bosniaque, c'est-à-dire que ma famille est musulmane, même si mes parents étaient pas mal séculaires. Est-ce bien comme ça qu'on le dit? Je pense qu'on comprend. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois bien ma langue maternelle, donc c'est le bosniaque. On a été réfugiés en Croatie. Ensuite, on a traversé au milieu de la nuit avec un bateau la mer Méditerranée pour se rendre en Italie. On était là pendant un petit moment. On était des clandestins, donc sans papier. Ensuite, encore une fois, on a traversé au milieu de la nuit pour se rendre en Suisse, à Genève, d'où mon français. Donc moi, le français, c'est, on va dire, ma deuxième langue, mais c'est celle que je maîtrise le moins, puisque je suis restée en Suisse que quelques années.
de l'âge de à peu près 7 ans jusqu'à 13 ans. Et c'était une situation très précaire pour nous. On n'était pas des réfugiés, on avait un statut en dessus de réfugiés, temporary guests, on dit en anglais, donc des situations qui étaient très difficiles pour mes parents notamment, un peu moins pour moi et mon frère, puisque quand on est enfant, on vit les choses différemment. On n'est pas responsable d'une famille. Mes parents ont donc décidé d'immigrer au Canada et on est venu ici en 1997. C'est l'année du Ice Storm, si tu te rappelles bien, c'était choquant. Mon fils est né en 98 lors de la tempête de glace. Tempête de glace, voilà. Donc, tu vas constater que j'ai quelques mots en anglais comme ça, ici, par là, parce que maintenant, je réfléchis, j'écris et j'ai fait mes études et mon travail principalement en anglais. Donc voilà, c'est ce parcours-là qui m'a beaucoup frappée, évidemment. Impossible de ne pas être affecté par une guerre, un génocide et ce début un peu précaire. Mais aussi, autre chose qui m'a beaucoup marquée, c'est la beauté de mon enfance avant la guerre, quand même. J'ai passé des étés entiers avec mes grands-parents qui étaient des paysans bosniaques, des paysans mixtes, c'est-à-dire qu'ils faisaient autre chose, c'était des artisans aussi. Et c'était quand même une vie extraordinaire, à être connecté à la terre, les saisons, à pousser ta propre bouffe principalement, à avoir des animaux, des vaches, des poules, etc. pour subsister. Et à être beaucoup moins connecté, comment est-ce qu'on peut dire, the grid of modernity, tu sais, ce network de modernité, cette industrialisation qui est quand même quelque chose qui s'est passé en Yougoslavie de manière beaucoup plus retardée que le reste de l'Europe. C'est que vraiment après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu ce projet de socialisation, d'industrialisation, et mes grands-parents sont nés avant ça. Donc, une grande population paysanne en Yougoslavie jusqu'à quand même la Deuxième Guerre mondiale. Et mes grands-parents ont vécu comme ça pour le reste de leur vie. Et mes parents sont les premiers à être venus en ville, à faire leurs études universitaires, leur maîtrise. Et je suis donc la première génération dans ma famille à être née dans une ville. Et tu as toujours été artiste ou intéressée par les arts, je présume? Moi, ce que j'aime dire, et c'est la vérité, c'est que j'ai l'impression que l'art m'a un peu sauvée, surtout en Suisse, à Genève. J'ai quand même eu un parcours très compliqué. C'est pas facile d'être réfugié, d'être clandestin, de pas être voulu. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas articuler dans une enfance. Hein. Quand on essaye de te tuer, en quelque sorte de t'exterminer. Hein. Ethnic cleansing, c'est une phrase qui est devenue populaire à cause du génocide en Bosnie, en fait. Tu peux pas articuler toutes ces choses-là, mais ça reste dans ton corps. Il y a comme un stress, comme un blocage constant. Et je trouve qu'en Suisse, justement, j'ai pu me sortir de ça grâce à l'art, surtout les bandes dessinées. En Suisse, je veux dire, moi, je suis tombée amoureuse des bandes dessinées. Ensuite, le théâtre. À Genève, on poussait beaucoup l'art. Moi, j'ai dû mémoriser Molière, des scènes entières. Ça m'a fait rire, ça m'a bouleversée, j'ai adoré ça. Je suis tombée amoureuse de l'art, et en quelque sorte, parce que j'avais besoin de tomber amoureuse de la vie. Et ça, c'est l'éducation suisse, genevoise particulièrement, qui m'a offert ce grand cadeau-là, puis ça ne m'a jamais quitté. Et ensuite, tu t'es retrouvée à Ottawa, où on se trouve en ce moment, sur les terres non cédées des peuples Anishinaabe-Algonquin. Qu'est-ce qui t'a attiré à Ottawa? Ouais, Ottawa, ce n'était pas ma décision. À la base, ma famille voulait aller à Montréal, ça avait plus de sens, puisqu'on avait déjà appris le français, on ne parlait pas un mot d'anglais. Mais ma mère avait un frère qui habitait déjà à Ottawa. Et c'est ce besoin profond d'être lié à la famille après avoir été déchiré de sa terre et de sa famille natale qui a fait que mes parents ont finalement choisi Ottawa. Mais c'était difficile pour moi comme transition. Moi, je parle de ce verglas extrême, ce froid extrême qui m'a un peu choquée. Même s'il fait quand même pas chaud en Bosnie, hein, Sarajevo, on a eu les Olympiques de l'hiver. Donc on peut faire du ski à Sarajevo, etc. Mais on n'a pas des moins 20, moins 30. Je veux dire ça, j'ai jamais vécu ça. Et donc le choc premier, c'était ce choc de froid.
Puis ensuite, c'était le choc linguistique de ne pas pouvoir communiquer. On m'a mis dans une école bilingue, mais en fait, c'était pas mal anglophone. Je veux dire, personne ne parlait français dans les couloirs. C'était pas cool de parler français. Donc, j'avais de la difficulté à communiquer. Et puis, au final, c'est ce choc culturel qui n'a jamais vraiment arrêté pour moi. Et c'est de passer d'une culture très socialiste, où, je veux dire, des valeurs paysannes, des valeurs communautaires très intenses, à une société qui est quand même hyper individualiste, pas mal compétitif et très capitaliste. Donc c'était quand même un choc pour moi de m'habituer à ça et de voir à quel point la culture américaine domine ici au Canada anglophone. C'était vraiment très, très intense. Je veux dire, en Suisse, on apprenait la philosophie, il fallait qu'on apprenne des pièces de théâtre par cœur. On arrive ici, il n'y a plus d'éducation de philosophie, il n'y a plus d'éducation comme ça poussée en littérature et en art. On rentre dans des systèmes qui sont très pratiques, mathématiques, sciences, etc., pour avoir un boulot. Donc c'est quand même une façon de vivre la culture très différente. Mais j'estime que même aujourd'hui, alors que je suis pas mal anglophone, je m'identifie quand même comme trilingue, oui, certes, mais je suis pas mal anglophone. Je trouve que ma sensibilité européenne ne m'a jamais quittée. Que ce soit bosniaque ou suisse, d'ailleurs. C'est normal. Nous, on s'est connus à un organisme en français qui s'appelle le SO, en anglais c'est SCALE. Et donc, c'est un organisme pour art et climat. Puis je sais que c'est une de tes passions, cette notion du rôle de l'art. Mais avant de parler du rôle de l'art dans la crise écologique, je voulais savoir sur ton travail artistique. Tu es écrivain, tu fais différentes choses, mais parle-moi de ta pratique artistique et des choses qui te passionnent dans l'art. Ben, je pense que tu l'as mentionné au préalable, je suis poète, écrivain, dramaturge aussi, donc je travaille quand même sur plusieurs médiums, toujours avec les mots, c'est quand même tous dans le domaine de la littérature. Puis moi et toi, on a aussi bossé sur un projet ensemble, une pièce de théâtre que j'ai écrite, une petite short play, une petite pièce de théâtre, je veux dire, je pense que c'est une traduction littéraire là on voit que je suis anglophone, sur justement... l'inquiétude, l'anxiété climatique des nouveaux parents. Qu'est-ce que ça veut dire de faire des enfants dans un futur tellement incertain? On parle beaucoup de la fin du monde, effectivement. C'est la fin d'un certain monde, un certain mode de vie. Puis c'est nos enfants et nos arrière-grands-enfants qui vont devoir, pas arrière, mais nos futurs petits-enfants, qui vont devoir payer pour notre mode de vie aujourd'hui et celui d'hier. Donc j'avais écrit une pièce de théâtre à propos de ça, puis toi tu faisais le son. Je continue de travailler là-dessus. Par exemple, en ce moment, j'écris une pièce de théâtre pour le Centre national des arts qui fait partie d'un projet qui s'appelle en anglais Irresistible Futures, des futurs irrésistibles. J'écris une pièce de théâtre qui imagine un futur qui est post-apocalypse. Donc j'imagine qu'en 2026, mon quartier à moi, Vanier, quartier francophone d'ailleurs, à Ottawa, un quartier francophone mais aussi métis, autochtone, etc., qui en 2026 subit un tremblement de terre. C'était important pour moi que ça arrive parce que beaucoup de gens ne savent pas que Vanier a été construit sur des dépotoirs toxiques, que chaque année on reçoit des lettres de la part des autorités pour nous dire qu'il y a des micro-contaminants dans l'air et dans la terre, de faire attention, puis que nos petits-enfants ne mangent pas cette terre-là. Moi, j'ai une petite fille de 2 ans, donc c'est carrément impossible de lui dire de ne pas manger un peu de cette terre contaminée. Donc, moi, ça me choque, parce que oui, Vanier, c'est aussi un quartier quand même pas mal classe ouvrière, on va dire, avec des loyers pas mal abordable encore par rapport au reste de la ville en tout cas. Alors j'ai voulu écrire une pièce de théâtre qui portait attention à ça. Puis avec le tremblement de terre, toute cette toxicité sort dans l'air et ce tremblement de terre provoque une explosion dans
nuclear power plant. Je sais pas. Ouais, voilà. Donc, c'est un peu Tchernobyl, ok? Tout le monde part d'Ottawa, sauf certains accros de vannier qui négocient avec le gouvernement fédéral pour créer un city state, donc comme le Vatican ou Monaco en France. C'est leur propre État, ville-État. Et donc, l'action commence en 2052, suite à ça. Et on se rend compte que les gens qui sont restés là, il y a eu une mutation. Donc, ils ont un peu muté leur corps et devenu... leur corps a un peu comme devenu transcorporeal en anglais, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre eux et la Terre grâce aux fungi and mushrooms. Voilà, alors là, des champignons. Ouais, des petits champignons sur leurs pieds, etc. Donc, ils ont la capacité maintenant de communiquer avec les arbres et les plantes grâce au Wood Wide Web, comme on dit en anglais. Ouais, comment traduire ça pour que ce soit aussi poétique, on ne sait pas. Mais en tout cas, grâce au Wood Wide Web, ces gens-là, qui sont aussi des paysans, ont la capacité de vraiment communiquer avec les plantes et la terre. En 2052, le reste du monde arrive. C'est le progrès, la technologie qui arrive. C'est des gens qui sont un peu des cyborgs et qui veulent reconstruire Ottawa, qui commencent à couper les arbres, qui ne font pas partie de Vanier, mais ça fait beaucoup de peine à ces paysans qui peuvent ressentir la terre. Et c'est le clash entre deux possibilités de futur qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut devenir plus naturel en tant qu'être humain ? Est-ce qu'on peut fusionner avec la Terre et les autres êtres qui font partie de notre quotidien de toute façon ? Effectivement, on ne peut pas vivre sans l'eau. Notre corps, et la majorité de notre corps, c'est de l'eau. Plus de 70% du corps humain, c'est de l'eau. On est ce qu'on mange aussi. La poire qu'on va manger aujourd'hui ou les raisins qu'on va manger, ça devient notre chair et nos os. Donc la toxicité qu'on parle qui est dans la nature, nous, on fait partie de la nature, on est cette nature. Est-ce qu'on va devenir plus naturel ou est-ce qu'on va devenir plus technologique, plus digital ? Est-ce qu'on va devenir plus des cyborgs ? Moi, j'imagine un futur où, effectivement, la majorité du monde va devenir plus cyborg et qu'il va peut-être y avoir des petites pochettes de paysans ou de peuples qui vont rester naturels. Et donc, le clash de ces deux mondes-là. Je dramatise ça à Ottawa, ici, comme tu dis, des terres non cédées. Et vu que c'est de la fiction, quand même, on a des personnages principaux, on a de l'action, on a des climax, etc. Mais c'est aussi quand même une question philosophique. C'est quel futur est désirable ? Comment définir un futur irrésistible, Claude ? Dans un contexte où toute notre vie est poussée vers le digital. Tu le remarques, non ? Je veux dire, on ne peut pas gagner notre vie, on ne peut pas recevoir de l'argent maintenant sans qu'on ait un compte bancaire, sans que ce soit en ligne. Ou un téléphone aussi. On ne peut pas bosser. Les gens tombent amoureux à travers la technologie. On développe des relations comme ça. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui nous écoutent et nous connaissent à travers la technologie. Mais cette technologie-là, elle a quand même un prix. Elle a plusieurs prix sur notre comportement, mais aussi sur la terre, sur l'extraction. On n'est pas conscient de ces choses-là. On n'est pas conscient aussi à quel point elle nous déconnecte de notre relation sensuelle, c'est-à-dire corporelle, avec tous nos sens, avec la nature. Elle nous sépare d'autant plus, n'est-ce pas ? Parce que, vu que tout se passe au niveau digital, nous, on n'est plus dans la forêt. La forêt, effectivement, est en train d'être coupée, brûlée, regarde l'Amazone, etc., pour que ce mode de vie persiste. Maintenant, j'imagine quand même un futur, dans cette pièce de théâtre que j'écris pour le Centre national des arts, qui est post-fossil fuel. Moi, je ne suis pas bon à faire la traduction sur place. Oui, c'est ça. Donc, moi, je pense que nos écouteurs comprendront, on espère. Donc, parce que c'est vrai qu'on pousse beaucoup au milieu artistique, mais aussi au milieu scientifique, activiste, de s'en sortir de cette dépendance à l'huile, je veux dire au pétrole, cette dépendance à l'or noir. Mais est-ce que ça va résoudre cette crise existentielle qu'on a par rapport à comment on se définit en tant qu'humain et quelle est notre place dans ce monde qui est quand même pas mal compromis à cause des humains. Donc c'est ça que je mets de l'avant dans cette pièce de théâtre, en imaginant justement un futur post-fossil fuel, pour dire que, on peut s'enlever du pétrole,
mais ça ne veut pas dire qu'on va vivre d'une manière qui est harmonieuse ou connectée au monde naturel. Bien des gens autour de moi pensent qu'il y a moyen de tout avoir, d'avoir toutes les technologies et de réduire l'empreinte de carbone, etc. Mais il faut être conscient que ces outils-là viennent de la Terre. Il y a tout un processus pour les... Puis c'est des bonnes choses. Ça nous permet de communiquer avec nos collègues partout sur le monde, au monde, de partager du savoir. Donc, il y a un côté positif. Moi-même, j'ai des conflits parce que j'aime beaucoup les outils qu'on a créés. Et je sais en même temps qu'ils sont en train de nous détruire. Donc, je présume que ta pièce, que j'ai hâte de voir et d'entendre, parle de toutes ces ambiguïtés-là, parce qu'il n'y a pas de solution magique. Là. Si on savait comment résoudre, on le ferait. Mais il y a des complexités. Puis le rôle de l'art, il me semble, c'est d'aborder, de se mettre dans des situations, des perspectives pour mieux sentir et éventuellement changer notre comportement. Absolument. Il faut absolument nuancer parce que la technologie peut aussi nous rapprocher de la nature. Elle nous permet de nous connecter aussi. On peut, grâce à la technologie, écouter cette World Wide Web. On peut mesurer l'état de santé des écosystèmes, des rivières, etc. Donc, il ne faut pas non plus dire que la technologie, c'est vilain. À la base, technologie, ça vient du grec techné qui veut dire un outil. Et moi, j'écris dans un mode que j'appelle le futurisme paysan, parce que pour les paysans, que ce soit mes parents, mes grands-parents et moi-même, je me considère comme une paysanne urbaine, la technologie est là c'est des outils qui aident à nous donner la vie. Donc on utilise la technologie pas pour ne plus savoir comment manger. C'est-à-dire que nous, on a créé plein de technologies, par exemple dans le mode de... l'agriculture industrielle, oui, effectivement, il y a plein de technologies qui sont utilisées là. Mais je veux dire, c'est blindé de technologies, c'est des systèmes globaux très complexes qui ne pourraient pas exister sans cette technologie. Et pourtant, cette dépendance à ce mode d'agriculture-là n'a pas amélioré l'assiette. Au contraire, cette bouffe-là est blindée d'hormones et les... comment dire seeds, Claude? Les graines. Les graines qui sont des graines GMO, etc., viennent déjà avec plein d'herbicides, pesticides, etc. La graine même est comme ça, elle est hybride. Ensuite, on met sur cette bouffe plein de trucs toxiques. Et by the way, je ne sais pas si tu le sais, mais l'histoire des herbicides et pesticides, elle est ancrée dans la guerre. C'est-à-dire que le gaz de nitrogène toxique qui a été utilisé pendant l'Holocauste pour tuer des gens dans les camps de concentration, quand la Deuxième Guerre a terminé, ils ont pris ce même gaz et ils l'ont converti ce nitrogène pour en créer des pesticides et herbicides. Donc on parle d'une guerre contre la nature. Donc cette technologie qui est supposée d'être des outils pour nous aider à vivre, que ce soit quand on est des paysans musulmans bosniaques comme moi, ou que ce soit des peuples autochtones partout à travers la Terre, maintenant, elle ne crée pas la santé, parce qu'elle fait beaucoup de destruction et elle crée beaucoup de toxicité. Et cette toxicité-là est en train de compromettre le sol, c'est-à-dire soil. Le sol, et on a besoin d'un sol qui est fertile. Cette fertilité vient de micro-organismes et des insectes importants comme le ver de terre qui créent les nutriments que la plante consomme, et nous, on consomme le fruit de la plante ou quoi que ce soit que la plante produit, et nous, on consomme donc ces nutriments qui deviennent notre chair et nos os. Donc, ce qu'on appelle cet être humain, c'est ce sol, c'est cette plante, c'est ce fruit. C'est complètement connecté, et il y a une continuité à travers nos corps. On ne peut pas dire que l'humain est un être hermétique qui n'est pas complètement susceptible à la réalité de la toxicité de certaines technologies. Donc pour moi, cette technologie, c'est une question de... Oui, c'est pas que la technologie est bonne ou mauvaise, c'est comment on l'utilise et pourquoi on la crée. Est-ce qu'on la crée pour créer des profits, des masses industries qui pourraient un jour engendrer ce que les anglophones appellent des breadbasket failures, c'est-à-dire que dans certains... Il y a 5 endroits au monde, notamment le Canada, les États-Unis, la Chine, le Brésil, etc. C'est des zones qui créent la majorité de la bouffe qu'on consomme. Toute cette bouffe industrielle.
et donc que ce soit le maïs, le riz, soya, etc. Mais quand eux, à cause du changement climatique qu'ils exaspèrent, quand eux, ils auront des breadbasket failures et qu'on ne pourra pas avoir cette bouffe-là, on va se poser la question, mon Dieu, oui, je sais comment utiliser un iPad, je sais comment utiliser un ordinateur, une voiture, etc. Mais j'ai aucune idée comment gérer un jardin. Je ne sais pas du tout comment pousser de la bouffe. Et pousser de la bouffe, c'est quand même une connaissance qui devrait être connue par nous. Moi, certainement. Je veux dire, mes grands-parents étaient des paysans, mes parents étaient des paysans. Toi, sauf si ta famille était noble ou d'une classe marchande, il y a 2, 3, 4, 5 générations, c'était des paysans. Mais on a perdu toutes ces connaissances-là. On a créé des villes qui sont faites pour le commerce et les voitures. Et on a dit, bon, l'agriculture, ça va être là-bas, en dehors de la ville, super loin. Puis en plus, la majorité de cette agriculture-là, ça va être créé par des corporations. Et leur but, c'est le profit. C'est pas la qualité de la nourriture. C'est pas le montant de vie ou de chi qui existe dans cette nourriture-là qui est notre priorité, ok? Et du coup, moi, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est vraiment un art que j'appelle du futurisme paysan. C'est de créer des futurs, des images de futur, la poésie future, une envie dans les lecteurs ou les gens qui vont voir du théâtre, les spectateurs, de vouloir peut-être se tourner vers leurs racines paysannes. Puis de se demander, OK, même si j'habite dans un condo en ville, est-ce que je peux pousser des tomates, des herbes sur ma terrasse ou est-ce que je peux demander au propriétaire de cet immeuble-là de créer un jardin sur le toit? Est-ce que je peux faire du guerrilla gardening, du guerrilla seeding? Est-ce que je peux, si j'ai une maison et que j'ai accès à un jardin derrière, est-ce que je peux cultiver quelque chose? Comment est-ce que je peux créer une ville qui est un peu moins centrée sur le commerce et les voitures et un peu plus centrée sur la vie? Donc sur des villes qui sont, en anglais, j'appelle ça edible and wilder eco-cities. Donc un peu plus sauvage, c'est-à-dire que je dois honorer les arbres, je dois plus penser à qu'est-ce que les arbres peuvent faire pour moi, c'est-à-dire baisser la température, eco-services, c'est comment on mesure qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est juste que la nature peut faire pour nous, les humains, puis on va comptabiliser ça en argent? On ne peut pas manger cet argent-là, hein? On ne peut rien en faire quand la crise va venir. S'il y a un feu énorme, on ne peut plus sortir de la maison. S'il y a des dégâts, on sait déjà qu'à Ottawa qu'on a vécu ça. Je veux dire, on a eu des hurricanes, hail. Je veux dire, c'est n'importe quoi le temps. Ouais. La semaine dernière, il faisait 17 degrés, là, il fait moins 25. Ouais. C'est pas normal. Non. Il a plu l'autre jour, maintenant, c'est la glace. J'ai fait du sirop d'érable hier. Voilà, tu vois ce que je veux dire. On est en février. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut changer ces choses-là? Comment est-ce qu'on peut revenir à avoir plus d'harmonie entre des humains naturels et des humains digitaux? Parce que oui, effectivement, la vie est très digitale. Je veux dire, on ne peut pas exister. Je peux pas exister sans ça. Mais comment est-ce que l'artiste peut aller plus loin puis mettre en place leur vision? Moi, je pense que la question, c'est l'artiste qui est un entertainer, puis l'artiste qui est un activiste, un artiste qui est politisé. Moi, effectivement, je suis plus une artiste activiste, une artiste qui a envie de justement créer des images de futur qui sont un peu plus vivables, pas seulement pour les humains, mais pour les autres créatures et et quand je dis créatures, je veux pas juste dire les animaux ou les êtres qui sont super mignons, mais aussi pour des corps de terre, parce que effectivement, dans les 50 prochaines années, si on change pas la façon dont on pousse notre nourriture, il y aura plus de sol vivable. Okay? Donc, pour moi, je m'identifie, si je vais aller dans des labels, comme artiste paysanne. Donc, moi, j'ai envie de vivre d'une manière qui est éthique et qui me reconnecte plus à ma nature. Et quand je parle de ma nature, je veux dire vraiment, je me rends compte que je ne suis pas un humain qui agit sur la nature, mais que je suis un être naturel qui fait partie d'un écosystème. Je suis inséparable.
Et j'ai envie de vivre dans ce système-là, cette écologie de manière coopérative, éthique et d'une manière qui est belle. Tu comprends ce que je veux dire? De la beauté. Du coup, ça rentre dans mon art. Parce que c'est important pour moi. Parce que je suis sensible à la crise. Je ne suis pas juste sensible à la crise climatique qui m'affecte, que je vois dans mon quotidien, comme on en parlait justement des changements de température, mais aussi toutes ces créatures-là qui sont en train de mourir. Ayant vécu un génocide, Claude, The Mass Species Extinction me donne énormément d'anxiété parce que c'est des écocides. Et à chaque fois que je prends ma bagnole, à chaque fois que je fais certains choix, je pense à eux. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, pour mon dernier téléphone portable, cellulaire, je ne l'ai pas changé pendant 7-8 ans. J'ai presque 8 ans, mais en réalité 7 et quelques mois. Et tu sais quoi? Ça m'a coûté une fortune. C'était tellement cher de le réparer, tellement cher. J'aurais pu en acheter un autre au fil des années. Mais pour moi, ce n'était pas à propos de l'argent. Même quand je ne l'avais pas, j'épargnais pour le réparer, puisque je ne peux pas me permettre d'agir comme un individu. Je dois agir comme un membre d'une écologie, d'une communauté qui n'inclut pas juste des humains. Donc, vu que c'est mon esthétique de vie, effectivement, c'est mon esthétique d'art aussi. Et même si des fois j'écris des histoires qui ne sont pas liées à ça, tu vois, je pense tout le temps à ça. Je pense au médium aussi. Je me dis, mon Dieu, est-ce que je vais publier ce livre-là vraiment? Est-ce que c'est nécessaire de l'avoir vu que ça va coûter beaucoup aux arbres? Puis il faut les transporter, puis tout ça. Donc, si je vais créer quelque chose, j'ai vraiment envie que ça soit important, puis que ça a un impact et une cohérence pour moi. Mais cette mise en contexte-là devrait être normale. Mais on est comme incapable de voir, il y a des barrières, la consommation, le capitalisme, on peut appeler ça comme on veut. Et je vois et je sens le travail des artistes et ce que j'appelle moi des travailleurs culturels, parce qu'on n'est pas tous artistes dans le sens professionnel de la chose, on travaille de la culture. Et je vois des belles choses autour de moi. Je sens de la nouvelle énergie, mais je sens aussi que c'est déconnecté, c'est isolé. Il y a quelqu'un qui fait un travail ici. Donc, ce que j'essaie de faire avec le balado puis d'autres choses, c'est de connecter non seulement des idées, mais des mouvements. Parce que les mouvements ont besoin de se rattacher. Et une fois qu'ils sont rattachés, là, ça devient plus fort, ça devient plus complexe. Et éventuellement, il y a des systèmes qui sont créés qui peuvent remplacer les systèmes qu'on a en ce moment qui sont autodestructifs. Je pose la question à chacun de mes invités, est-ce qu'il y a une œuvre d'art ou un livre ou quelque chose qui t'a inspiré, que tu aimerais partager avec nos auditeurs comme recommandation ou comme expérience? Oui, effectivement. Alors, l'année dernière, je suis allée voir une pièce de théâtre qui m'a absolument bouleversée. C'était Pétrole par François Archambault. Je l'ai vu au théâtre du CEP à Montréal. C'est la mise en scène, notamment, qui m'a complètement chamboulée. C'était fait par Edith Patenaude. Et en fait, c'est du théâtre documentaire, un peu. C'est pas la première fois que je vois du théâtre documentaire. Puis je savais pas à quoi m'attendre. Je veux dire, avec un titre comme Pétrole, je savais un peu. Je vais vous parler un peu de l'histoire. Ça documente... c'est l'histoire d'un scientifique qui se spécialise en insectes, en fait, mais qui a été embauché par une grande société pétrolière aux États-Unis pour faire des recherches sur le changement climatique et l'impact de cette industrie-là sur le changement climatique et les écosystèmes. Et lui, il est vraiment activiste au début. Il croit vraiment que cette société-là va l'écouter. Il croit que ses rapports vont changer quelque chose. Mais non. Il publie un rapport et ça ne change rien. Et là, ça le divise de sa femme, ça le divise de ses amis qui sont des activistes. Il se retrouve isolé. En fait, il devient fou, complètement fou par la situation, parce qu'il se rend compte qu'il a travaillé et collaboré avec le diable. Okay? Mais on voit bien que c'est un homme qui est très intègre, qui croyait vraiment en quelque chose et que c'était plus fort que lui.
Donc, c'est une histoire vraie, importante, ça nous apprend plein de choses. Mais ce qui m'a bouleversée, c'était le début de la pièce de théâtre et cette mise en scène exceptionnelle. Donc, c'était au théâtre, ce moment spécial quand il n'y a plus de lumière et c'est noir et les acteurs arrivent sur scène. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment, j'adore ça. La première fois que j'ai vécu ça, c'était à Genève, justement. Moi, une petite réfugiée qui ne pouvait même pas parler français, mais j'ai tout compris parce que le théâtre te fait vivre quelque chose. Tu n'as pas besoin de comprendre la langue. Et justement, tu n'as pas besoin de rien comprendre parce que cette décision-là, c'était de faire quelque chose avec la base, le plancher carrément. C'était tout noir, donc j'ai rien vu. Je pensais que c'était un plancher normal. Mais dès que les artistes, les acteurs sont arrivés, on s'est rendu compte qu'ils marchaient sur de l'eau. C'était la métaphore parfaite, ça m'a tellement bouleversée parce que je me suis rendu compte, c'est nous. C'est nous, Claude. On marche sur l'eau, on est en train de couler. Mais les acteurs, ils faisaient comme si de rien n'était. Je veux dire, ils étaient en chaussures, chaussettes, ils devaient être inconfortables, la pièce de théâtre était longue. Mais jamais, jamais quelqu'un a dit « Ah tiens, je marche dans de l'eau ». Et c'est nous, tu vois. Tiens, on marche là-dedans, on marche dans une crise extraordinaire. On parle beaucoup de la fin du monde et on se dit vraiment, moi et toi, c'est juste la fin d'une certaine mode de vie, ça va aller. Mais on ne sait pas que ça va aller. Les dinosaures, ils sont plus là. Est-ce que nous, on sera là dans 100 ans ? On marche dans l'eau, Claude. Et cette pièce de théâtre, elle m'a, sans aucun mot, enfin je veux dire, il y avait plein de mots. On pouvait voir que le vilain, c'était l'industrie du pétrole. Je veux dire, c'était clair. Mais cette décision poétique-là, qui n'a pas besoin de langage, ça m'a vraiment bouleversée. C'est pour ça que je recommande cette pièce à tout le monde. Puis je recommande vraiment que les gens se posent des questions quand ils voient de l'art comme ça, qu'on n'oublie pas ce qu'on voit. Parce que des fois, on le voit, on se dit, on est choqué, puis on passe à autre chose. Moi, elle m'a vraiment, vraiment choquée. Et c'est une pièce où je me suis rendu compte, ok, comme maintenant je vais prendre le bus. Même si ça me prend 1h20 pour amener ma fille à la crèche, alors que ça pourrait me prendre un quart d'heure en voiture, sauf quand il fait vraiment les -20 là et que j'ai vraiment pas envie qu'elle ait ultra froid, je prends le bus, je galère et c'est pas facile. J'ai décidé que pour moi, oui, effectivement, je vais être une artiste, je suis déjà une artiste, mais je serai artiste paysanne. Et je vais faire du homesteading. Mon but dans la vie, et là on se reprendra dans quelques années, d'accord, c'est de faire du homesteading et de pousser 51% de la bouffe que je mange. En été et en hiver. Je ne sais pas comment je vais faire, mais ça, c'est mon but. Après, quand j'aurai atteint ce but-là, peut-être que j'irai à 65%, mais c'est ce but-là que j'ai. Et j'espère que l'art, ou même ce podcast que les gens écoutent pourront les inspirer à faire des vrais changements. Ce que j'essaie d'animer dans la pièce de théâtre que j'écris pour le Centre national des arts, c'est que c'est pas juste le post-pétrole. Voilà, j'ai trouvé la phrase post-François-Furon. C'est pas juste le post-pétrole, n'est-ce pas ? C'est notre esthétique de vie. C'est comment on se comprend. C'est quoi l'humain ? Est-ce que l'humain, c'est un corps qui est continuel avec le reste de l'écologie ou c'est un truc séparé qui doit dominer, etc. C'est aussi une question de comment est-ce qu'on mange ? Comment est-ce c'est quoi notre relation à la bouffe ? Parce que tu es ce que tu manges. Est-ce que tu vas permettre aux corporations de te donner à manger comme ta maman te donnait à manger ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu peux peut-être mettre vraiment des racines dans cette locale dont tu parles et en prendre soin ? Prendre soin de cette terre, devenir responsable de l'écologie où on se trouve, de transformer ces villes-là. C'est vraiment difficile ce que je dis, ce que je propose. Mais c'est aussi, comme tu le dis, comme une invitation à la beauté. Une invitation à la plénitude, une invitation à la santé. Et ça, oui, pour ça, il faut ralentir, il faut réfléchir, il faut réapprendre, il faut se réapprivoiser à un mode de vie qu'on pense se trouve dans le passé. Mais sache que les paysans, aujourd'hui, en 2024, c'est eux qui donnent à manger à la majorité des humains sur la planète. Peut-être pas au Canada, mais certainement ailleurs. Et puis, moi, quand je pense à une ville qui pourrait être plus sauvage, quand je pense à une ville où je pourrais voir, par exemple, tous les toits des maisons ou même devant les maisons des tiny forests ou des permaculture gardens ou tout ça, le jardinage de permaculture, c'est une traduction horrible, je ne sais pas comment on le dit en français. Moi, je pense à une beauté. T'imagines
le parfum de cette ville. Imagine enfin que les abeilles nous reviennent, parce que ça fait plusieurs années qu'elles ne me visitent plus. Je veux dire, les papillons qui reviennent, je les vois plus. Ça fait 10 ans, 12 ans, je remarque qu'ils sont plus à Ottawa comme ils l'étaient avant. Pour moi, tout ça, c'est une invitation à la beauté et à la santé. Donc ouais, c'est, comme tu le dis, c'est la joie qui va finalement nous pousser vers de l'avant. Et ça peut plus être la peur. Parce que la peur, elle nous immobilise. Merci, Sanita. Merci à toi.